Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de corriger les exercices 3 et 4 de la fiche de TD numéro 4 sur la propagation de l'onde lumineuse ici. Je vais commencer par l'exercice numéro 3, alerte à mal aux les bains. Donc un petit contexte historique, c'est l'un des trois principes auxquels obéit le rayon lumineux, le principe de moindre temps qui a été mis en évidence par Pierre de Fermat, un mathématicien et physicien français, on est au XVIIe siècle. Donc ce principe de moindre temps qui postule finalement le fait que le chemin, voyez, emprunté par la lumière pour se rendre d'un point A à un point B est celui pour lequel le temps de parcours était minimum. En fait, il s'agit d'un extrémum, et un extrémum peut être un minimum ou un maximum. Alors si on place ce contexte, nous avons un maître nageur, ici situé en un point A, sur la magnifique plage de Malo-les-Bains, en effet, alors qu'un vacancier situé en B est en détresse, ici. On vous dit dans l'énoncé que le maître nageur peut courir avec une vitesse V1, ici, le long de la plage, et nager avec la vitesse V2. Donc on vous donne les normes des vitesses, on vous donne des grandeurs vectorielles avec des flèches, vecteur vitesse V1, vecteur vitesse V2. D'accord? Bon, on suppose qu'il peut se déplacer, qu'il peut courir, qu'il court en fait en ligne droite sur la plage comme dans l'eau. D'accord? Il atteint l'eau au point d'incidence X repéré par une abscisse petit x. Bon, alors ici vous voyez c'est une image ici tout à fait quelconque qui ne permet pas de visualiser finalement l'abscisse X du point d'entrée du maître nageur sauveteur dans l'eau. Alors des questions, toujours lire l'énoncé avant de répondre à la première question. On vous demande dans un premier temps de déterminer, d'exprimer la durée taux de x. Donc il faut que cette durée taux dépende d'un seul paramètre, ici d'une seule variable x. Donc la durée taux de x que le maître nageur met pour atteindre la personne en détresse. Ensuite, à quelles conditions sur x cette durée est-elle extrémale? Donc ici une durée minimale, on veut sauver la personne en détresse, donc il faut que la durée totale de parcours soit minimale. Montrer que cette condition sur x est équivalente à une relation entre les angles I1 et I2. Et en fait, on va retrouver, on pourra établir une analogie avec la loi de la réfraction de Snell-Descartes. En fait, on verra que tout se passe comme si, vous voyez, la lumière se propageait entre deux MHTI d'indices de réfraction différents. D'accord? Mais là, il s'agit d'un problème de mécanique. Attention, là, on ne va pas étudier la propagation de l'onde lumineuse entre deux MHTI. D'accord? Il n'y a pas de dioptre. Là, c'est un problème de mécanique. On a un maître nageur sauveteur qui peut ici courir avec une vitesse V1 sur le sable et nager avec une vitesse V2 dans l'eau. D'accord? Et on suppose que le maître nageur se propage en ligne droite. Et d'ailleurs, vous voyez, la ligne droite, ça c'est l'hypothèse fondamentale, vous voyez, de l'optique géométrique. Le fait que le maître nageur sauveteur se déplace en ligne droite est analogue à l'hypothèse fondamentale de l'optique géométrique selon laquelle le rayon lumineux se déplace en ligne droite. D'accord? Donc je vous propose ici une correction manuscrite que je vais prendre le temps de commenter. D'accord? Ensemble. Donc, moi je l'ai pré-rédigé pour gagner beaucoup de temps, pour éviter d'avoir une vidéo d'une heure sur les deux exercices que j'ai corrigés, exercices 3 et 4. Donc, en détaillant ensemble le schéma. Donc, première question, il faut déterminer le temps de parcours taux de x, mis par le maître nageur sauveteur pour aller d'un point A à un point B. Bon, tout ce que l'on fait, on va séparer dans le demi-plan supérieur le sable, le premier milieu, milieu 1, de la mer, milieu 2, et on sépare ces deux milieux par un dioptre plan. Ouais, ce dioptre, on peut même le qualifier de plan. C'est un dioptre plan. Ce dioptre plan, d'accord, c'est la surface de séparation entre deux milieux. D'accord? Ici, milieu sable et milieu de la mer. Bon. Donc le maître nageur sauveteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ici courir à une vitesse V1 sur le sable, d'accord, rentrer dans l'eau en un point I, ce qu'on appelle le point d'incidence pour la lumière, et nager avec une vitesse V2 pour rejoindre le point B. Sauf que ça, c'est le schéma, finalement, un des chemins possibles, il y en a un très grand nombre, mais il faut déterminer le chemin qui va minimiser la durée totale de parcours. Donc là, il faut paramétrer le schéma. Donc là, le schéma est déjà complet. Mais il faut savoir que finalement, ici, il faut paramétrer par des grandeurs géométriques. En effet, il faut introduire la variable petit x. Où est cette variable petit x? X finalement correspond à l'abscisse du point d'entrée dans l'eau. En fait, x repère i par rapport à a. Mais x surtout ne pas dire que x c'est ça. X n'est pas la distance à i. X repère le point d'entrée i dans l'eau
par rapport à A, mais on le repère grâce à son projeté orthogonal. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va noter H, le projeté orthogonal de A sur le dioptre plan, tel que HI égale à X. Voilà, HI égale à X, et en fait, la distance HI représente finalement, voilà, permet de quantifier la distance, d'accord, le point d'entrée dans l'eau, d'accord, voilà. Donc si je pose HI égale à X, je peux noter HA égale à A. Dire que le maître nageur sauveteur est une distance A, d'accord, de la mer, selon son projeté orthogonal petit a, grand H, pardon. Donc je pose petit a égale à AH, X égale HI. Je fais de même ici, d'accord. Je vais définir H', le projeté orthogonal de B sur le dioptre plan, d'accord, tel que finalement HB' égale à petit b. Ok, donc j'ai noté ici, BH' égale petit b. Et je note également la distance ici, on va dire selon une horizontale, la distance qui sépare les points A des points B. Cette distance-là, je note petit d. Donc je note d, la distance entre finalement ici H et H'. Ouais. Donc D est la distance séparant les deux proches orthogonaux H et H'. Donc je résume tout ça ici. A, B, X, D. Donc forcément qui n'était pas introduite sur l'énoncé, mais qu'il faut absolument mettre sur les schémas, sinon vous ne pourrez pas entamer ici la mise en équation. D'accord? Voilà. Donc ça c'est le premier temps, faire ici le schéma complet en ayant tous les paramètres géométriques. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a ça, on n'oublie pas d'introduire des angles. Bah oui, là, c'est naturel. Attention, ce n'est pas un rayon lumineux qui se propage de A vers B, c'est bien le maître nageur sauveteur qui, ici, parcourt la distance AB en passant par le point I. Le but, vous l'aurez compris, c'est de déterminer la valeur de X qui va minimiser la durée totale de parcours. Et en fait, on va retrouver la loi de la réfraction de Snell-Descartes, parce que là, on retrouve bien le sens de propagation. On fait apparaître un angle d'incidence dans l'eau, I1, qui est repéré par rapport à la normale au dioptre plan. Pareil pour I2. Repère finalement l'angle que fait l'angle que fait la direction ici IB avec la normale. En fait, ok. Alors pour la durée totale de parcours, la durée totale de parcours, je note taux. Ouais, est-ce qu'on cherche taux de X? Donc taux, c'est la durée totale de parcours. Mais il y a une partie qui a lieu sur le sable et la seconde partie a lieu dans l'eau. Donc je décompose une durée de parcours dans le sable, une durée de parcours dans l'eau. Je note taux 1 plus taux 2. Oui, donc comme milieu 1, milieu 2. D'accord, pour éviter d'avoir des indices sable et eau partout. Donc 1 représente le milieu sable et 2 représente le milieu eau. Ensuite, je vais expliciter cette durée de parcours taux 1, taux 2. En fait, taux 1, c'est homogène à un temps, un crochet taux égale à t, exprimé en secondes. La durée de parcours taux 1 du maître nageur sur le sable, c'est la distance parcourue AI, divisée par la vitesse V1. Je note V1. V1, la vitesse ici de parcours du maître nageur sur le sable. Pareil pour taux 2. Taux 2, la durée de parcours ici dans l'eau, d'accord? C'est la distance parcourue IB divisée par V2. Et il me faut au final, attention, ne pas perdre ici de vue le but de la question, établir tout en fonction de X. D'accord? Je vais exprimer tout en fonction de X. Donc la durée totale du parcours en fonction ici de la variable petit x. Alors là, bien évidemment, il faut expliciter de manière géométrique AI et IB en fonction de X, mais également V1 et V2. En fait, V1 et V2, tout comme la lumière qui se propage à une valeur maximale, ici dans le vide, je vous rappelle, à 289 792 458 mètres par seconde, le maître nageur va courir une vitesse maximale, d'accord, vitesse maximale, qu'on va noter petit c, sur piste d'athlétisme ou sur une route sèche, d'accord, voilà, sans pente. Donc on suppose que, voilà, que le maître nageur sauveteur ici court une vitesse maximale petit c, qui est propre à chacun, qui dépend évidemment de votre potentiel et de votre entraînement, mais on note petit c cette vitesse maximale. Et bien évidemment, le maître nageur va courir une vitesse V1 et V2 qui seront bien évidemment inférieures à C. D'accord? Quand vous courez sur le sable, vous courez une vitesse qui est inférieure à celle que vous avez sur piste d'athlée. Même chose dans l'eau. Vous nagez a priori à une vitesse V2 inférieure à cette vitesse maximale petit c. Donc là, par analogie avec l'optique géométrique, on va définir des indices de réfraction. D'accord? Enfin, des indices de réfraction comme en optique. C'est-à-dire qu'on va définir que finalement, en fait, que la vitesse de parcours dans le sable, c'est sa vitesse maximale divisée par N1. Et V2 égale C sur N2. Donc on introduit des constantes C. D'accord, C étant la vitesse maximale, et N1 et N2, ce sont des constantes. Vous voyez, je note des constantes strictement supérieures à 1 ici, parce que, voilà, c'est évident, enfin, vous courez moins vite dans le sable que vous ne courez sur piste.
Et là, on définit, vous voyez, tout ça pour introduire finalement les rapports C sur N1 et C sur N2 qui vont ici remplacer V1 et V2. Donc une méthode de substitution qui me permet de faire apparaître taux égale N1 AI sur C plus N2 IB sur C. D'accord? Donc là, pour l'instant, bien comprendre que je n'ai toujours pas introduit la variable X. Alors cette variable X, elle va intervenir dans finalement la distance AI et IB parcourue par le maître nageur sur le sable et dans l'eau. Alors, pour avoir AI en fonction de X, bah regardez le schéma, AI en fonction de X, donc là vous avez un triangle rectangle AHI, rectangle en H. Théorème de Pythagore vous dit que AI carré égale AH carré plus HI carré. Terminé. AI carré égale A carré plus X carré. Voilà, donc vous remplacez AI par racine de A carré plus X carré. D'accord? Je fais la même chose pour IB. Exprimer IB en fonction de X, bah pareil, dans le triangle IH'B rectangle en H', IB carré égale IH' carré plus HB' carré. C'est-à-dire IB carré égale petit b carré plus cette distance-là au carré. Mais cette distance-là au carré, vous voyez, IH' au carré. IH' c'est quoi? C'est D moins X, en effet. Puisqu'on a noté D, la distance entre les proches orthogonaux H et H', donc IH' égale D moins X. Donc IH' carré égale D moins X carré. Voilà, je résume ici. Je remplace dans l'expression de taux pour avoir N1 sur C fois AI. Donc N1 sur C fois la racine de A carré plus X carré, pardon, plus N2 sur C fois IB. Donc N2 sur C fois la racine de B carré plus D moins X carré. Voilà. Et là, on a bien une expression de taux qui ne dépend que de X parce que N1, C, A, B, D, N2, C sont toutes des constantes. La seule variable est la variable petit x. D'accord? Voilà. Donc ça, ici, ça permet de répondre à la première question. D'accord? On a introduit ici la durée totale de parcours que met le maître nageur sauveteur pour, ici, atteindre la personne en détresse au point B. D'accord? Voici. Question numéro 2. À quelles conditions sur X cette durée taux est-elle minimale? D'accord, donc c'est la deuxième partie ici, d'accord, de cet exercice où on vous demande, voilà, de déterminer ici la durée, voilà, la valeur de X, pardon, qui va minimiser la durée totale de parcours. Donc, ça fait bien appel au principe de moindre temps, hein, d'accord, on cherche la valeur de X qui va minimiser la durée taux de X. Donc, en fait, on cherche une valeur notée XM, telle que la dérivée s'annule en XM. Attention, là, il faut bien comprendre, je pense notamment à votre DM numéro 2, si vous notez ça, simplement ça, j'efface x égale xm, vous annulez la dérivée pour tout x. Ça, c'est faux. Il faut annuler la dérivée uniquement en x égale xm. Donc, je cherche la valeur de x qui va minimiser la durée totale de parcours. Donc, la dérivée, en fait, c'est taux prime de x en x égale xm égale à 0. Donc, je cherche une valeur de x particulière, notée xm, qui va annuler la dérivée et donc minimiser la durée totale de parcours. Et là, attention. Attention, parce que là, vous devez ici dériver une fonction taux de x qui est assez complexe, assez compliquée. D'ailleurs, je vais même la reprendre par écrit sur le côté, d'accord, pour que vous puissiez bien voir. On avait, je note ici, vous voyez, on a montré que taux de x, ici, donc taux de x, alors je reprends ici rapidement, on avait n1 ici sur c, racine de a carré plus x carré, d'accord? Voilà, tout ça sur la racine, plus n2 sur c, racine de b carré, plus d moins x au carré. Voilà. Et je cherche finalement, voilà, à chercher, ici, à résoudre cette équation taux prime en x égale xm égale à 0. D'accord? Donc là, il faut calculer la dérivée par rapport à x. Alors tout de suite, je cherche la variable x. La variable x, elle est ici, en x carré sous la racine. Et là, la variable x, elle est ici, sous le moins x, donc du d moins x le tout carré, mais le tout sous la racine. Alors là, vous devez dériver des fonctions composées. Donc, je rappelle, notamment, très important, que quand vous dérivez du u puissance n, ça vous donne de n, u', un. Alors ça, je vous conseille vraiment de le connaître par cœur. Ce sont des dérivés de fonctions composées qui sont ici, qui arrivent très souvent en physique, on les rencontre très souvent en physique. Donc il faut savoir ici dériver une fonction composée. Et notamment la relation vraiment utile, passe-partout, c'est du u puissance n que je dérive. N, u', un. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois ici dériver
taux par rapport à x, sachant que la dérivée s'annule en x égale, je note xm. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver ça par rapport à x. Et ça, je vais le voir comme du u puissance n. En effet, ça, il faut le voir comme du u puissance n dans la mesure où, vous voyez, je vais définir ici le u. Ça, c'est mon u. U, ça sera a plus x carré. Et le n vaudra 1 demi. Ça va pour tout le monde. Donc, en fait, je définis ma fonction u égale a carré plus x carré, à la puissance n, n vaut 1 demi. Donc ici, j'aurai directement, voilà, u puissance n égale 1 demi. Donc quand je dérive ici ceci par rapport à x, j'oublie pas le n1 sur c, qui est une constante multiplicative positive, que je laisse, je mets un crochet, je dérive. Et j'applique cette relation-là. Donc cette relation-là, vous voyez, je vais la surligner, il faut vraiment la connaître par cœur. Donc on y va. On va prendre n, n vaut 1 demi, d'accord, n, fois u'. U', je dérive u par rapport à x. Attention, je dérive par rapport à x. Ah oui, oui, je dérive par rapport à x. Donc je dérive par rapport à x ici, je dérive par rapport à x, c'est un a carré plus x carré. Bon, ça revient finalement à dériver par rapport à x, c'est un x carré. Donc là, ça revient à donner du 2x. Ok, voilà. Fois, ça j'ai fait u puissance n moins 1. Donc je reprends u. U c'est a carré plus x carré. Puissance n moins 1. Mais n vaut combien? Ah oui, je peux faire une petite légende. Ça c'est n. Ça c'est u'. Et là, ce que je dois mettre, c'est u puissance n moins 1. N vaut 1 demi. 1 demi moins 1. Ça nous donne quoi? Ça fait 1 demi moins 2 demi. 1 demi moins 2 demi, ça fait moins 1 demi. Attention, je mets moins 1 demi. Et là, je vérifie. J'ai bien n, u' n moins 1 quand je dérive ceci par rapport à x. D'accord? Voilà. Et là, je peux fermer mon crochet. Je vais mettre en dessous, ce que j'aurais pas passé à côté, je vais mettre la deuxième dérivée en dessous. Donc plus n2 sur c. Même raisonnement, cette fois-ci avec ce qu'il y a sous la racine. Ce qu'il y a sous la racine, c'est du b carré plus d moins x, le tout au carré. Alors, où est mon u? Le u, il est où? Ici, mon u, ça sera tout ça. D'accord? U puissance n. Sauf que si je fais ça, quand je fais le u puissance n, vous voyez, j'ai une nouvelle fois une fonction composée en dessous, là. Le d moins x au carré est également du u puissance n. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre le 1 demi de la racine. Donc, 1 demi. Et là, ce que je dois faire, là, je ne veux pas poser ici directement. Je dois dériver. Donc là, j'aurai mon u. Je vais prendre u égale à tout ça. D'accord? C'est bon? Ça, ce sera mon n égale 1 demi. Donc, n. Mon u', voilà. Mon u', c'est-à-dire que je dois dériver tout ça par rapport à x. Mais dériver tout ça par rapport à x, ça revient finalement à dériver, comme tout à l'heure, à différence près où j'ai du b carré plus d moins x, le tout au carré. Ça, vous savez dériver ça par rapport à x, donc vous saurez dériver ça par rapport à x. Donc si je dérive ça par rapport à x, attention, je reprends une nouvelle fois une nouvelle fonction composée, parce que je dois dériver ici tout ceci par rapport à x et tout ceci par rapport à x. Ça, c'est une nouvelle fois dériver ça par rapport à x, donc on va sortir le 2. Donc on aura 2 fois, attention, je dérive ici d moins x par rapport à x, ça fait moins 1. Ouais, on dérive moins x par rapport à x, ça fait moins 1, fois, ici, u puissance n moins 1, donc j'aurai le d moins x ici à la puissance 2 moins 1, et tout ça, ça c'est la dérivée u'. Ici, c'est-à-dire que là, je dérive par rapport à x, je le note, un b carré plus d moins x au carré. D'accord? Je dérive par rapport à x ce qu'il y a sous la racine. Et dériver par rapport à x qui est sous la racine, ceci, ça revient exactement à ce qu'on a fait il y a quelques secondes. D'accord? Attention, là j'ai n, u', n'oubliez pas le un. Le un, ce sera tout ça, je reprends mon u total, donc j'aurai ici du b carré plus d moins x, d'accord, au carré, puissance n. N vaut 1 demi. 1 demi moins 1, moins 1 demi. Et là, tout ça, ça sera u n moins 1. D'accord? Alors tout ça, n'oublie pas, c'est une équation. Donc tout ça égale à 0. D'accord? Attention notation, ouais, j'ai fait exprès. Tout étant xm, c'est une valeur minimale de x que je note xm.
la dérivée c'est nul xm, donc tous les x deviennent des xm. Ça je le fais à la fin. Hein. Donc c'était volontaire, voilà, on fait tout à la fin. Voilà. Donc surtout, reprenez ce calcul. Ce premier calcul de dérivée. D'accord? Il faut bien le comprendre. Dérivée d'une fonction composée, u puissance n, u prime n-1. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez vous attaquer à cette seconde dérivée. C'est-à-dire que là, tout ça c'est mon u. D'accord? Donc je sors le n, 1/2. Après, il faut dériver tout ce qui est en dessous de la racine par rapport à x. Donc dériver tout ça par rapport à x, ça revient, même chose, à une nouvelle fois, à avoir du v puissance n par exemple, en fait même u, hein, mais du v puissance n, donc ça fait n, d'accord, v prime, v puissance n moins 1, voilà. Donc juste faire attention quand vous dérivez par rapport à x, vous voyez directement ici, voilà, donc ici v, et ici dérivé, ici le d moins x par rapport à x, vous sortez le moins 1, là c'est moins 1. Et après, directement, d moins x puissance, ici, n-1, ça fait d moins x puissance unitaire. Donc, on aboutit à quoi? On aboutit finalement au résultat de n1. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Bon, on va voir. Donc, on aura n1 sur c, d'accord? 2, on peut simplifier. On aura x indice m. On a associé puissance moins 1,5, bah, je le mets au dénominateur. Donc, on aura a carré plus x carré, donc xm, hein, à la puissance 1,5. Ouais, le moins 1,5, je le fais passer ici au dénominateur, plus n2 sur c, d'accord? Ici, bon, j'ai un plus ici qui en fait peut devenir un moins, parce qu'en fait, oui, j'ai un moins qui apparaît, j'ai le moins qui est ici, donc je vais mettre un moins directement. Voilà, donc moins n2 sur c. Je simplifie par 2. Là, j'aurai d moins x au numérateur, donc d moins x est mon numérateur, parce que 2 moins 1, ça fait 1, c'est puissance unitaire. Et je divise par puissance moins 1,5, d'accord? Donc ça fait ici b carré plus d moins xm ici au carré. Voilà, le tout à la puissance 1,5. Voilà, le tout égal à 0. Voilà, d'accord? Donc on aboutit à cette relation-là, d'accord? Voilà, ça on peut mettre directement sous la racine. Hein. Pareil ici, ça c'est la racine carrée de b carré plus d moins xb, d moins xm, le tout au carré. D'accord? Voilà. Donc ça, on va surtout pas chercher à développer hein, directement. Ici, on va laisser tel quel. Ensuite, ce qu'il faut voir ici, donc là, je pense que la question ici est quasiment terminée. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir ici, directement, c'est les sinus des angles. Une fois que vous avez introduit ici directement I1 et I2, vous allez introduire ici les angles. C'est-à-dire que là, vous allez repérer sur le schéma. Donc, je vais remonter un peu pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Vous allez donner ici sinus I1. Ben, sinus I1 opposé sur hypoténuse. Donc, ça sera ici X sur directement l'hypoténuse. Cette hypoténuse-là, c'est quoi? C'est AI. Et AI, c'est quoi? AI, il est noté en bas, c'est racine de a carré plus x carré. Voilà, c'est a carré plus x carré. Première chose, donc sinus I1, c'est bien opposé, donc c'est x sur l'hypoténuse AI. Donc c'est x sur racine de a2 plus x2. Et le sinus de I2. Sinus de I2, il est là. Donc c'est dans ce triangle rectangle ici. Donc c'est opposé. Donc c'est IH'. IH', l'opposé. D'accord? C'est quoi? C'est D moins X. Donc on aura D moins X sur cette distance IB qui est l'hypoténuse. Hein, d'accord? Donc ça sera sur la racine, on l'a vu tout à l'heure, de B carré plus D moins X, le tout au carré. Ah bah ça tombe bien, parce que ces deux termes-là, vous voyez, apparaissent exactement. Vous voyez, sinus I1 égale X sur racine de A2 plus X2, et ben on l'a ici. Voilà. Et on a également le deuxième terme en sinus I2. Mais en fait, ce terme en sinus I2 apparaît également ici. Donc le d moins x sur la racine de b carré plus d moins x, le tout au carré. Donc sur la forme xl, hein, ce qu'on sait la valeur de x qui minimise. Hein, d'accord? Donc là, on peut noter, ici l'équation 1. Donc l'équation 1, elle va se réécrire comment? On aura n1. Alors oui, je peux simplifier par c. Hein. Vous voyez, il y a un c qui apparaît à gauche et à droite. Parce que j'ai égal à 0 à droite, je peux faire ça, j'ai un 0 à droite, donc je peux simplifier par C, les deux membres de l'équation. Quand je simplifie par C, en fait, je multiplie par C à gauche et à droite.
Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Ouais, donc là je donne directement le résultat final. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais un moins ici. Vous voyez, j'ai un moins qui apparaît là. Donc en fait j'ai N1 sinus I1 moins N2 sinus I2 égale à 0. Donc N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc ça c'est valable au point I. On retrouve la loi de la réfraction. D'accord? Donc c'est analogue ici à la loi de la réfraction de Snell-Descartes. Loi de la réfraction de Snell-Descartes. Voilà. C'est-à-dire que voilà, pour aller secourir une personne en détresse, le maître nageur sauveteur, finalement, obéit aux mêmes lois que l'onde lumineuse. Il va emprunter finalement le chemin qui va minimiser la durée totale de parcours. En fait, c'est le chemin qui sera tel que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. D'accord, c'est le principe de moindre temps de Fermat, principe auquel obéit tout rayon lumineux. Voilà. Voilà pour cet exercice numéro 3. Oui, 26 minutes, on a pris le temps de le faire. Surtout, prenez le temps de reprendre ces dérivés. Ces dérivés vont ici, on va les rencontrer de plus en plus en physique et être vraiment à l'aise avec ceci. Donc ça, évidemment, je compte sur vous pour vous revoir cet exo. Et cet exo sera proposé en colle la semaine prochaine en exercice. Donc une chance sur 3 d'avoir cet exercice en colle, en exercice de colle la semaine prochaine, donc vraiment il faut le revoir, parce que là vous n'avez aucune excuse, la correction vous voyez elle est détaillée, je passe 26 minutes, pour vous une vidéo c'est également l'occasion de mettre sur pause et de revenir en arrière si vous n'avez toujours pas compris un point bien précis, d'accord? Voilà pour cet exercice. Ensuite j'aimerais également parler avec vous de l'exercice numéro 4. Ouais, j'en profite ici. Donc ça, pareil, vous le faites ce week-end, tranquillement, en révision de vos cols de physique. D'accord? Bon. Un peu plus près des étoiles. Un peu plus près des étoiles, tout à fait. Donc, c'est un exercice sur la réfraction atmosphérique, en effet. Donc on vous dit que l'atmosphère de la Terre est assimilable à un milieu transparent stratifié plan, d'accord? Donc la correction due à la rotondité de la Terre est faible dans le cas qui nous concerne. L'indice variant continuellement d'une valeur n0 égale à 1 dans le vide à une valeur n égale 1,0003 à la surface du sol. C'est là finalement, vous voyez, on retrouve la valeur 1 égale à 1 dans le vide et l'indice de l'air, d'accord, qui est proche de 1. N égale à 1 est réservé à l'indice de réfraction, indice optique du vide. D'accord? C'est-à-dire que finalement, ici, le rayon lumineux provenant de l'étoile se propage vers un milieu qui sera effectivement plus réfringent. Un peu plus réfringent, mais il sera quand même plus réfringent. Première question. Expliquez pourquoi les étoiles semblent plus hautes sur l'horizon qu'elles ne le sont réellement. Alors ça, vous l'avez vu a priori en seconde. En seconde, quand vous avez introduit la loi de réfraction de Snell-Descartes, vous avez mis en évidence le fait que la réfraction atmosphérique, elle relève la position des astres. Alors là, on vous parle de position réelle et position fictive, ou position apparente. Ça doit vous faire rappeler l'exemple du pêcheur et du poisson. En effet, si on fait un schéma, donc là le schéma, je pense que je l'ai plutôt bien fait, d'accord? Texte numéro 4. Voilà, donc là il faut mettre en évidence le fait que la réfraction atmosphérique, vous voyez, relève la position des astres. C'est-à-dire que l'étoile, en fait, apparaît plus haute dans le ciel qu'elle ne l'est réellement. Alors sur ce magnifique schéma que je vous propose, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai représenté ici, vous voyez la Terre. Notamment sur la Terre, c'est l'atmosphère de la Terre, à l'intérieur de laquelle il y a de l'air d'indice de réfraction 1,0003. À l'extérieur de ce milieu, il y a le vide, d'indice N0 égale à 1. Une étoile, voici sa position réelle, une magnifique étoile, d'accord, qui émet un rayon lumineux. Donc on isole, on modélise, d'accord, on isole par la pensée un rayon lumineux qui se propage ici et qui est dirigé vers la Terre, vers l'atmosphère, et qui rencontre l'atmosphère au point I, I étant le point d'incidence. Et au point I, ce rayon lumineux rencontre un milieu, un MHD qui est différent. Donc la lumière change de direction, c'est de la réfraction. Bon. Et en ce point I, vous voyez, je modélise. Alors là, vous avez le dioptre, c'est-à-dire que localement, on a un dioptre qui est comme ceci, qui est tangent. Le dioptre vide atmosphère de la Terre est tangent ici au cercle. Donc ici, à cette droite tangente au cercle,
je trace la perpendiculaire qui est la normale au dioptre. Donc je répète, le rayon lumineux ici impacte ici le haut de l'atmosphère, on a un point I, le point d'incidence. On a un dioptre plan, je suppose que le dioptre plan est tangent ici au cercle, ce qui me permet de repérer par un angle droit ici, voilà, la normale au dioptre. Et cette normale me permet surtout, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez tracé la normale, vous allez automatiquement repérer l'angle d'incidence. Oui, l'angle d'incidence est repéré par rapport à la normale. Donc l'angle d'incidence I0 que fait le rayon lumineux incident avec la normale, donc I0, attention, il est là. Et l'angle de réfraction, pardon, c'est l'angle que fait ici le rayon lumineux réfracté avec la normale. Donc je note I0, angle d'incidence, I, angle de réfraction. C'est bon pour tout le monde? Alors pourquoi on dit finalement que la réfraction relève la position des astres? Puisque d'une part, on peut déjà remontrer très rapidement que le rayon lumineux se propageant vers un milieu qui est plus réfringent, il va se rapprocher de la normale. Ça se voit sur les schémas. Vous voyez, le rayon lumineux, tac, il se rapproche de la normale. D'accord? Je symbolise ici en trait pointillé noir la direction du rayon lumineux incident. Là, c'est le rayon lumineux qui est réfracté, il se rapproche effectivement de la normale. En effet, ça c'est du cours. Hein, si l'indice de réfraction de l'atmosphère est supérieur à celui du vide, on applique au point I la loi de la réfraction, l'invariant de propagation, N0 sinus I0 égale N sinus I, comme N supérieur à N0, forcément sinus I0 supérieur à sinus I, donc I0 supérieur à I. Classique, je ne reviens pas dessus, on retrouve le fait que l'angle de réfraction est inférieur à l'angle d'incidence, le rayon réfracté se rapproche de la normale. D'accord? Alors pourquoi la réfraction relève la position des astres? Parce que vous êtes ici observateur, d'accord, à la surface de la Terre, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, rappelez-vous, le cerveau interprète ici au milieu, ici uniquement en termes de ligne droite. Donc ce que vous voyez, c'est ça. Je propage en ligne droite. Donc je prolonge le rayon lumineux réfracté par une ligne droite. Et là, vous avez la position apparente de l'étoile. Et on trouve bien le fait que la réfraction atmosphérique, elle relève la position des astres. C'est-à-dire qu'on voit un astre plus haut qu'il ne l'est réellement. D'accord? Par exemple, le soleil, quand on voit le lever du soleil, par exemple, où on voit le soleil se lever alors qu'il est encore sous la ligne d'horizon. D'accord? Voilà, ça c'est la réfraction atmosphérique. Alors cette réfraction atmosphérique, elle génère ce qu'on appelle un angle de déviation. Voilà, ça c'est la partie la plus compliquée de ce TD. Déterminer une relation entre la déviation D, donc on impose D est l'angle de déviation, déviation c'est un angle, suivi par un rayon traversant l'atmosphère, donc relation entre D, l'indice N, N0 et I0. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, il n'y a plus d'angle I. C'est-à-dire qu'il faut exprimer D en fonction de N, N0 et I0, et non plus en fonction de I. Les deux indices étant proches, la déviation est faible. Alors ça, c'est la première fois qu'on rencontre une telle situation. D'accord? La déviation étant faible, donc faible, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que si c'est un angle exprimé en radian, tel que crochet D égale à 1, hein, D n'a pas de dimension, un angle est faible s'il est vraiment ici négligeable devant un radian. Alors je vous rappelle, 1 radian c'est déjà beaucoup. Hein. 1 radian, rappelez-vous, un pi radian. Pi radian, d'accord? Pi radian ça fait pi. Ah, certains connaissent bien la valeur de pi, hein, d'accord? Donc pi radian, c'est à peu près ici 3,14, d'accord? 3,1415. C'est-à-dire qu'ici directement, 3 radians ça fait déjà 180 degrés, hein, d'accord? C'est l'angle plat. 1 radian ça fait un peu moins de 60 degrés. D'accord? Donc vous voyez, dès que les angles sont inférieurs à 1 radian, donc c'est-à-dire ici les angles sont négligeables devant 60 degrés. Donc ce qu'on retient, c'est les angles en radian. Les angles s'expriment en radian. Et là, vous voyez, la question est aussi technique, étoilée. En ne conservant que l'ordre 1 en I0, exprimer D en fonction de N, N0 et I0. Et faire l'application numérique pour I0 égale 60 degrés. Bon, alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va faire apparaître sur le schéma l'angle de déviation. Alors, l'angle de déviation, ici D, c'est l'angle entre le rayon lumineux incident, ici, et le rayon lumineux réfracté. Donc je note D, l'angle entre la direction du rayon lumineux incident, pardon, ici, je regarde l'écran, et le rayon lumineux réfracté. D'accord? Voilà, donc ça, je l'ai noté par écrit, d'accord? Ici, D, l'angle de déviation entre le rayon lumineux incident et le rayon lumineux réfracté, tel que D, il apparaît clairement que D c'est quoi? C'est tout ça, cet angle-là, c'est tout ça, moins ça. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est I0.
Vous voyez, les angles opposés. Cet angle-là, total, ça c'est I0. Donc D c'est I0 moins I. D'accord? D c'est I0 moins I. Qu'est-ce que je fais ensuite? Dès que j'ai un point d'incidence I, j'applique, je ne cherche même pas, j'applique la loi de la réfraction au point I. On y va, on applique la loi de la réfraction au point I, telle que, j'essaie d'avoir les deux à l'écran, ça va être compliqué, mais ça va être faisable. Ouais. Loi de la réfraction au point I, on aura quoi? On aura N0 sinus I0 égale N sinus I, l'indice de réfraction de l'atmosphère. Qu'est-ce que je fais? Attention, je ne veux plus que l'angle I intervienne. Regardez l'énoncé. Donc je vais substituer l'expression de I par quoi? Par finalement I égale I0 moins D. D'accord? Alors pourquoi je remplace I par I0 moins D? Parce qu'on a vu que D c'est I0 moins I. Donc, de tête, I égale I0 moins D. D'accord? Puisque D égale I0 moins I. Une fois que j'ai ça, à gauche je laisse N0 sinus I0. N0 sinus I0 égale, j'aurai N sinus I0 moins D. Là j'ai du sinus A moins B. Sinus A moins B, c'est cos A cos B. Moins ici, directement, cos A sin B. D'accord? Donc sin A cos B moins cos A sin B. Sinus A moins B. Donc je développe, ça fait sinus I0 cos D moins cos I0 sinus D. Alors là c'est hypothèse, voyez. Hypothèse de l'énoncé, donc à vérifier après application numérique, l'angle de déviation est très faible. Très faible devant 1 radian. Vous voyez, on compare toujours un angle par rapport à 1 radian. D'accord? C'est la référence 1 radian. Donc on dit que D est négligeable devant 1. Alors pourquoi? Parce que ça, vous allez faire des développements limités en mathématiques. Et c'est important d'avoir, en fait, D tend vers 0. D tend vers 0 ou négligeable devant 1 radian. Et ça justifie ce qu'on appelle des équivalents mathématiques. Ouais. Des équivalents mathématiques qui vous disent que quand D est très petit devant 1 radian, ça, il faut bien comprendre. D est négligeable. C'est-à-dire que là, on dit que D, il est négligeable, voilà, devant, j'écris là à droite, devant 1 radian. Donc quand on a cette condition, cette hypothèse d'étude, quand D est négligeable devant 1 radian, on aura les équivalents dès qu'on aura du sinus D. Sinus D, vous voyez, ça c'est équivalent à D. Cosinus D équivalent à 1. Équivalent. Alors ça, vous n'avez pas encore fait la théorie de développement limité, donc je ne peux pas les introduire formellement, mais ça avec votre calculatrice vous le voyez très bien. En effet, donc là je vais régler la luminosité de l'écran, voilà, ici directement, donc on va vérifier ensemble, ici directement que, allez on va prendre, vous mettez en mode radian, d'accord, donc directement ici, vous mettez en mode radian, comme ceci, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez taper par exemple ici le sinus. Alors il faut que l'angle soit négligeable devant 1 radian, donc vous allez faire sinus par exemple de 0,2. Regardez, sinus 0,2 donne 0,19. Et 0,19 il est proche de 0,2. Donc on retrouve bien le fait que sinus D équivalent 1D. Donc pareil, je peux prendre le sinus de 0,3, mais on va s'écarter de plus en plus de 0,2. Pardon, de 0,3. Regardez, sinus 0,3, on est à 0,29. Par contre, si je fais sinus de 0,9, on est à la limite de 1 radian, là je suis à 0,9 radian, sinus de 0,9 radian, vous voyez, je n'ai pas 0,9, j'ai 0,118. Vous voyez une différence quand même. Donc il faut que les angles soient relativement faibles. Donc on retrouve bien le fait que sinus d'un angle environ égal à cet angle-là, si cet angle est négligeable devant 1. Pour 0,2, 0,3, vous voyez, ça marche bien. Pour 0,9, ça marche un peu moins bien. Pareil pour le cos, vous voyez, pour le cos, on fait pareil. Cos de 0,2, on regarde, 0,98. 0,98, c'est proche de 1. C'est-à-dire que cos de D équivalent à 1. Ça marche bien, plutôt bien. On fait pareil pour cos de 0,3. Cos de 0,3, regardez, 0,95. Bon, on s'écarte un peu plus de 1. Et on fait pareil pour cos, on a pris 0,9. Ouais. Là, forcément, 0,62. D'accord? Voilà. Donc, justification par la calculatrice, très rapide, en mode radian. Et ici, ce qu'il faut voir, c'est que dès que l'on a un sinus D, vous remplacez par D. Dès que vous avez un cos D, vous remplacez par 1. Donc là, cos D, vous remplacez par 1. Sinus D, vous remplacez par D. Alors attention, ça sont des équivalents. On est dans une approximation, dans une hypothèse d'étude. Donc là, on passe d'une équation à une équation qui est vérifiée dans certaines conditions. Donc c'est environ égal. Ça serait environ égal. Ce n'est plus strictement égal, c'est environ égal. Vous voyez, je mets environ égal. Donc on aura N0 sinus I0. Environ égal à quoi? À N. Sinus I0, je remplace cos D par 1. Ouais. Moins cos I0, sinus D, je remplace par D. Ça, c'est un fois. Ok. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche une expression de l'angle de déviation D en fonction des paramètres du problème. N,
N0, I0. Donc tout est en N0, I0, N, I0, I0. Donc je cherche D. Je vais isoler D. Pour isoler D, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je peux diviser par N les deux membres de l'équation. Donc je divise par N, j'aurai du N0 sur N, sinus 0, I0 à gauche. Et je vais, vous voyez, pour passer de là à là, qu'est-ce que je fais? Je divise par N les deux membres de l'équation. Et je fais passer le D cos I0 à gauche. Et je fais passer le N0 sur N sinus I0 à droite. Comme ça, il me restera D cos I0 égale sinus I0 moins N0 sur N sinus I0. Je factorise par sinus I0, facteur de 1 moins N0 sur N. C'est bon. Je mets au même dénominateur, N, donc on aura N moins N0 sur N, ici, fois sinus I0. Donc D cos I0 égale sinus I0 facteur de N moins N0 sur N. J'isole D, je cherche l'angle de déviation D. Qu'est-ce que je fais? Je divise par cos I0 les deux membres de l'équation pour faire apparaître un sinus I0 sur un cos I0. Ça, c'est tangente I0. Donc D égale tangente I0, facteur de ici. Alors, ouais, bon, je redivise pareil, bon, c'est pas grave. Facteur de 1 moins N0 sur N. Et là, n'oublie pas de justifier l'hypothèse d'étude. Est-ce que l'angle de déviation est effectivement faible, négligeable devant 1 radian, très faible ici devant la valeur de 100 degrés? Bah, si on fait l'application numérique, on est à 5,2, 10-4 degrés. 10-4 degrés, donc on est vraiment à un angle qui est très très faible devant 1 radian, et cette application numérique permet de justifier a posteriori les approximations effectuées. D'accord? Voilà. Donc ça c'est pour la partie théorique calculateur. Vous voyez, ça pareil, n'hésitez pas à reprendre cette vidéo hein, pour les explications, c'est très important.